On est en compagnie de Nadine Trémolière. Bonjour Nadine. Bonjour Fabrice. Directeur général et directeur de la gestion chez Stamina AM. On va reparler de ces marchés. On fait un bilan, ça y est, déjà du premier semestre. On attaque la semaine 26. Un premier semestre finalement qui était plutôt un bon cru comparé aux autres années. La question est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand on a gagné 8 à 10% sur le CAC 40 ? Oui, tout à fait. C'était un beau début d'année, peut-être moins euphorique et moins dangereux que celui qu'on avait eu en 2015. Rappelez-vous, en 2015, les indices avaient progressé très fortement sur le premier trimestre pour petit à petit s'affaiblir et finir l'année un peu en catastrophe. Donc, on n'est pas forcément sur ce scénario cette année. On est plutôt sur un scénario, on va dire, étal, tel qu'on le voit actuellement, puisque depuis 2 mois, les marchés font du surplace. Ouais. Et on a du mal un petit peu à regarder quels vont être les prochains moteurs de progression, mais on pense qu'ils sont quand même toujours par là, peut-être pas dans toutes les zones, mais dans certaines zones, on pense qu'il y a toujours du potentiel raisonnable d'appréciation. Si on regarde justement ce début d'année, on a eu une certaine pression, on avait un couvercle encore de risque politique, on va dire, sur l'Europe qui s'est vraiment qui a explosé après l'élection d'Emmanuel Macron. Depuis, c'est vrai qu'on a eu une euphorie des marchés, un grand espoir parce qu'il y avait l'éloignement du risque politique. Quels sont les risques que surveille aujourd'hui le marché ? Disons que je pense qu'ils sont de l'ordre de 2 problèmes. La première, c'est un petit peu la baisse du prix du pétrole que l'on enregistre depuis quelques temps. Le second, à mon sens, il n'est peut-être pas forcément très méconnu, mais il se situe au niveau de l'action de la Fed, les marchés, le niveau des 10 ans américains, où je pense qu'il y a peut-être un risque qui devient un peu asymétrique sur ce côté-là, avec des marchés qui sont très complaisants par rapport à la Fed, qui n'anticipent pas beaucoup une hausse des taux. Et je pense que le prochain risque du marché, peut-être mal évalué par le marché, se situera à ce niveau-là. Alors on va prendre les 2 risques dans l'ordre. On commence avec le pétrole. C'est vrai que là, depuis une dizaine de jours, ça fait tanguer la planète finance. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ce pétrole a quand même vivement décru, près de 20% depuis ses plus hauts en février. C'est assez rapide. On voit qu'il y a une offre pléthorique. L'OPEP fait des efforts, mais d'un autre côté, les Américains, eux, ils pompent à plein régime. Voilà, exactement. On est un peu dans cette problématique il y a un choc d'offres, vraiment très clairement. Il n'y a pas de choc de demande. Donc, des pays producteurs qui essayent de réduire un petit peu par le biais de l'OPEP. Donc, ils ont continué à augmenter cette baisse de la réduction. Malheureusement, il y a quand même des pays hors OPEP qui continuent à progresser, la production qui continue à augmenter. On voit ça au niveau de la Libye et du Nigeria, même si ce n'est pas forcément des énormes chiffres. Et puis les Américains qui continuent à pomper, avec des prix peut-être d'extraction qui sont de moins en moins importants et qui font qu'ils sont toujours très compétitifs sur ces niveaux-là du prix. Donc effectivement, ça met une pression sur ce prix du baril qui fait qu'on a perdu, comme vous dites, pratiquement 20% depuis le début de l'année. Et que dans l'ensemble, tout le marché a à peu près révisé en baisse les prévisions des prix qui s'établissaient, on va dire, autour de 55-60 $ pour la fin de l'année. Et là, on est plutôt repassé vers des 50-55, où on n'y est pas encore. On verra si la driving season, c'est-à-dire les vacances, le fait qu'on consomme beaucoup de pétrole et de l'énergie aussi pour faire marcher les climatiseurs, dont Paris n'est pas équipé évidemment, normalement, devrait quand même faire diminuer mécaniquement un petit peu l'offre, la demande va être supplémentaire. Alors il y a un effet quand même très fort sur cette baisse du pétrole, ou une conséquence plutôt, c'est que ça pourrait remettre en question le reflation trade, c'est-à-dire le fait que l'inflation revenait justement, puisque les prix de l'énergie étaient en hausse depuis le début de l'année. Là, si ça baisse, et ça, on aborde le deuxième risque, est-ce que ça ne remet pas en cause justement tous les efforts, la politique des banques centrales ? Pas forcément remettre tout en cause, mais disons qu'on sent qu'il y a des différences qui commencent à s'établir entre ce que voudrait faire la Fed. On sent qu'ils ont une volonté de normalisation, de réduire leurs achats. Ils rentrent dans une partie de tapering, c'est-à-dire ils commencent à réduire très clairement le bilan de leur banque centrale. Et puis à côté de ça, les marchés qui ne les croient pas trop, qui sont beaucoup plus réticents à suivre les indications que donne Yellen régulièrement. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un risque, un petit peu d'asymétrie sur ce secteur-là. Et effectivement, comme vous le disiez, ça met en cause, ou tout au moins le marché a un petit peu remis en cause ce grand mouvement de reflation qu'on attendait en début d'année, qui était survenu après l'élection de Trump en fin d'année dernière. Oui, justement, Janet Yellen qui a annoncé vouloir réduire l'énorme bilan de la Fed, 4 200 milliards, c'est ce qu'il a fallu pour endiguer la crise des subprimes après bientôt 10 ans. Comment elle va faire et quels sont les impacts sur le marché ? Disons qu'elle ne rachète pas
tous les coupons qui tombent à maturité. Donc déjà, de facto, elle réduit cette partie-là. Les implications sur le marché, théoriquement, on devrait avoir une courbe qui se repentifie, hein, donc des taux longs qui remontent. Mais ce qui n'est pas forcément le scénario, parce que vous allez avoir à côté de ça une hausse des Fed Funds, donc de l'argent à court terme. Et ce que le marché ne l'anticipe pas du tout, hein, puisque le 10 ans américain, la surprise un petit peu de certain nombre d'opérateurs, est en baisse par rapport au début de l'année. Hein. Rappelez-vous, on avait touché des niveaux proches de 2,60 au moment de l'élection de Trump. On s'établit aujourd'hui à 2,15, montrant que quelque part, ce scénario un petit peu plus optimiste de la Fed n'est pas acheté par les marchés, qui effectivement se font plus de soucis sur un certain nombre de problématiques, notamment des problématiques déflationnistes. Je tiens justement, le président américain, on en avait beaucoup parlé, hein, il était très actif à partir de son investigation, de son investiture, pardon, j'ai du mal ce matin, investiture, là on entend un petit peu moins parler, c'est vrai qu'il y a eu des remous là aussi qui ont agité le marché, peut-être on parlait d'impeachment à un moment parce qu'il était pris dans des affaires avec le FBI, ça aussi ça va faire partie du paysage, du politique et des risques à surveiller pour ce deuxième semestre? Oui, on a l'impression que le risque politique, il a un petit peu traversé l'Atlantique, hein, qu'il s'est transféré des actifs européens vers les actifs américains, avec effectivement peut-être une possibilité d'un impeachment de Trump. Je crois que pour l'instant, le scénario n'est pas forcément très pricé par les marchés. Je pense qu'il y a un long chemin à parcourir avant qu'on ait vraiment une problématique Trump qui se fasse jour. Ensuite, le problème de Trump, c'est effectivement la promesse du mur entre les promesses et les nombreuses promesses qui ont été faites, et puis la réalisation dont on s'aperçoit à quel point c'est qu'elles vont être longues et plus difficiles que ce que peut-être le marché espérait. Donc c'est un des facteurs, quand on analyse un petit peu les facteurs, on va dire de moindre optimisme du marché en 2017, je crois que cette relative déception, tout au moins pour l'instant, fait partie de justement ce que ça va un petit peu caper les marchés jusqu'à la fin de l'année. Oui. Il y avait aussi de grandes attentes, toujours du marché, par rapport à la politique fiscale en particulier. Voilà, beaucoup de promesses, peu de résultats pour l'instant. Oui, c'est tout à fait la problématique qui peut-être calme un petit peu les marchés, l'engouement des marchés, parce que cette baisse fiscale, très importante, on ne sait pas du tout si elle va être supportée par... Je pense que lui, elle n'a pas changé d'opinion et veut toujours la faire. Mais est-ce que le Congrès va le suivre? Ça, personne n'a vraiment d'assurance à ce niveau-là. Ouais. On passe du côté de l'Europe, là les clignotants sont plutôt au vert. On reste confiant sur la zone euro, maintenant que les risques principaux politiques sont écartés, très bien. Oui, très clairement, on sent à quel point on a une dynamique de croissance qui est quand même meilleure, avec une baisse du chômage, une hausse de l'activité. On a des indices de confiance et du consommateur et des industriels qui est quand même relativement au plus haut. Donc on sent que le potentiel de croissance aux États-Unis est moindre. Hein, on est arrivé un petit peu en fin de cycle. On pensait que ce cycle allait être retardé par les mesures fiscales qui semblent attendre. Et ensuite, sur la partie européenne, on sent qu'on a ce croisement un peu de croissance qui peut faire en sorte que le marché, pour une première fois depuis pas mal d'années, puisse surperformer le marché américain, ou en tout cas c'est notre scénario. Bon, justement, alors comment ça se traduit en termes d'allocation maintenant? Priorité à l'Europe, là, quand on regarde les différentes zones géographiques? Oui, très clairement. Très clairement, dans un fonds comme les nôtres, qui sont des fonds relativement bien balancés entre les différentes zones, on a, entre Stamina Patrimoine et Stamina Dynamique, on a la moitié de nos allocations. Déjà, on est relativement toujours très chargé sur la partie action, donc on aime bien ce risque, parce que déjà aussi, il y a une absence de rémunération sur les autres actifs. Ouais, on ne peut pas faire grand-chose à part les actions. C'est du cash ou des actions. C'est exactement la problématique un peu de tout le marché. Et par contre, sur ces pondérations actions, on a plutôt tendance à surpondérer très largement la partie européenne, même si dans les faits, on garde toujours de l'émergent et puis marginalement des pays internationaux, notamment un petit peu d'États-Unis. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'en cas de baisse un petit peu forte des marchés, ils jouent toujours un petit peu ce rôle d'amortisseur, un petit peu de défensif, ce qui est paradoxal, puisque s'il y avait des problèmes, il y a des chances pour que les problèmes arrivent de leur côté, pas forcément du nôtre. Ouais. Et du côté des zones un peu plus exotiques, les pays émergents, Chine, Japon, etc., vous êtes positionné ou un peu rentré pour l'instant? On n'est pas positionné sur le Japon. La Chine, pas de façon réelle. Mais alors, on a augmenté les pondérations sur les marchés émergents, donc de facto, on porte de la Chine indirectement. Ensuite, on a deux pays, peut-être qu'on a joué peut-être un peu plus particulièrement. C'est l'Inde, qui a quand même une bonne dynamique de croissance, et c'est plus que ça, hein, puisqu'on est entre 7,1 et 8% de croissance attendue pour cette année. Et puis le Brésil, qui est peut-être une position un tout petit peu plus spéculative, pensant que l'économie se redressait, elle était de nouveau engluée dans des problèmes un peu politiques, et qui peut-être ont été un peu trop exagérés par le marché. Voilà, donc c'est plutôt une position un peu plus tactique sur le Brésil, un peu plus structurelle sur la partie Inde. Si on revient en Europe, est-ce qu'il y a justement des secteurs qui vont tirer leur épingle du jeu? On a joué beaucoup les cycliques en début d'année, retour du cycle, effectivement, donc les bancaires, toutes les matières
matières premières ou l'industrie lourde. Est-ce que justement aujourd'hui il faut changer un peu son fusil d'épaule et repondérer les portefeuilles? Disons qu'on garde effectivement ce risque-là. Donc rappelez-vous, les cycliques avaient très très bien marché sur le dernier trimestre 2016, sont beaucoup plus à la traîne depuis le début de l'année. On a tendance à considérer que c'est peut-être un trend un peu asymétrique de se repositionner sur ce secteur-là par le biais des banques. Encore une fois, si les États-Unis enregistrent une hausse de leur rendement supérieur à ce que le marché actuellement attend, ça peut être très positif sur les banques. Peut-être qu'on est un peu arrivé aussi sur le bas de la baisse du pétrole. Donc voilà, on est en train de petit à petit de se repositionner sur cette thématique qui avait très bien marché l'année dernière, mais qui cette année est un peu plus à la traîne. Donc c'est un peu des protections, on va dire. On a mis un petit peu ces éléments-là dans le portefeuille pour avoir un relais de croissance peut-être à venir sur le second semestre. Nadine Trémolière est avec nous ce matin, directrice générale et directrice de la gestion chez Stamina AM. Dans un instant, on va voir justement un des fonds de la gamme Stamina. A tout de suite.